et nous avons décidé d'inviter dans cette matinale notre consoeur et amie Laurie Mongilardi, qui a développé, en plus de son activité d'avocat spécialisé en matière de droit du travail, de développer une application qui s'adresse aux personnes malades et à leurs familles ou à leurs aidants, qui s'appelle donc Magic Paper, mais Laurie, qui va arriver dans quelques instants, nous en dira plus. Je voulais profiter de cette prise de parole pour vous indiquer que cette matinale, comme la plupart des matinales d'ailleurs, est enregistrée, ce qui vous permettra ensuite de reprendre. Voilà. Bonjour Laurie. Oui, donc c'est parfait. Je vais commencer juste sur une petite introduction. Ici. Donc cette matinale va être enregistrée, ce qui vous permettra ensuite de revenir, si vous le souhaitez, sur les sources, vous projeter des présentations. Et donc, ça va vous permettre ensuite de vous référer à ces présentations. Donc, on va parler aujourd'hui de l'attitude de l'avocat par rapport au digital, avec l'émergence du digital dans notre profession. Comment doit-on se positionner? Est-ce qu'on doit considérer qu'il s'agit d'une menace ou au contraire d'une opportunité? On va étudier tout ça ensemble. On va aborder ces points. Et puis, dans une deuxième partie, Laurie nous fera le plaisir et l'amitié de nous présenter son application et dire un peu où elle en est de son beau projet qui a été incubé, je vous le rappelle, au sein de l'incubateur. Voilà, donc je vais aborder déjà les activités de l'incubateur. Qu'appelle l'incubateur, une sorte de petit bilan des actions de l'incubateur depuis toutes ces années. Ensuite, nous aborderons ensemble les enjeux de la digitalisation, c'est pas facile à dire, pour notre profession. Et puis ensuite, Laurie nous expliquera un petit peu, nous parlera de son projet. L'incubateur. Donc l'incubateur aujourd'hui, c'est un nom, Avocat Lab 92, un site internet que je vous encourage à aller voir parce que vous remarquerez que nous avons positionné, nous avons mis sur ce site internet toutes les formations les plus intéressantes qu'on a pu faire à l'occasion des différentes matinales toutes ces années. Donc, je vous encourage à aller sur ce site et à aller dans la rubrique « Les matinales » et d'aller écouter les podcasts des matinales parce que vous en retirerez, j'espère autant que moi j'en ai retiré, de l'expérience, des idées, des outils pour améliorer votre quotidien dans une profession qui a besoin justement de se positionner par rapport aux nouveaux outils à sa disposition. Donc, un site internet, un nom et une équipe composée de membres du Conseil de l'Ordre en exercice ou d'anciens membres du Conseil de l'Ordre, de bâtonniers ou d'anciens bâtonniers. Et puis, bien sûr, Alexandre de Molin, que je ne vous présente plus. Et puis, cette équipe, au fur et à mesure, va s'enrichir. Et voilà, je peux d'ores et déjà vous annoncer que Laurie nous a proposé de nous aider pour développer l'incubateur. Et je m'en réjouis. Et je souhaite bonne réussite dans cette nouvelle aventure. Voilà. Alors, autre chose sur l'activité de l'incubateur. Donc, les matinales, c'est un rendez-vous
quasi mensuel où on se retrouve donc online pour soit recevoir un invité qui va nous faire participer à son expérience et on en tirera des enseignements utiles. Deuxième chose, les matinales peuvent également recevoir un spécialiste de la communication, par exemple, un spécialiste des réseaux, qui va nous faire bénéficier de son expertise et de son expérience. Donc, ce sont des outils extrêmement pratiques. C'est vraiment une expérience qu'il nous faut partager et il faut absolument aller à ces matinales, participer à ces matinales, soit en direct, comme aujourd'hui, soit au contraire en podcast, de manière différée. Et ceci, on peut le faire de partout, puisque même si on est à l'étranger, je sais que nos amis du barreau de Bruxelles, de Mons, du barreau, différents barreaux, même en Tunisie, qui ont accès à nos formations online, en sont friands. Donc, le deuxième volet de l'activité de l'incubateur, c'est bien entendu l'accompagnement de projets portés par des confrères ou des consoeurs. Donc, c'est la 3e saison d'incubation que nous allons lancer en 2023. Je vous rappelle que en 2021, nous avions incubé, donc accompagné 5 projets qui d'ailleurs ont pitché, dont vous retrouvez les pitchs sur le site de l'incubateur, Avocat Lab 92. En 2022, nous avons sélectionné 3 projets portés par des confrères ou des consoeurs. Et là encore, Laurie vous en parlera, puisque elle-même, son projet a fait l'objet d'un accompagnement. Et les 23, on espère qu'en 2023, on pourra incuber de nombreux projets. Donc, je vous donne rendez-vous déjà en 2023. Soyez attentifs à la communication de notre incubateur. On va lancer un appel à candidature pour justement pouvoir accompagner un certain nombre de projets. Premier volet, les matinales. Deuxième volet, l'incubation. Donc, l'incubation, c'est quoi? Ça consiste tout simplement à sélectionner un certain nombre de projets portés par des confrères, projets au stade de l'idée, et on va les accompagner pendant 3 ou 4 mois en mode disruptif, en mode atelier, pour les faire progresser, pour affiner leur positionnement et pour arriver à un prototypage de leur idée pour une mise sur le marché, donc dans un délai assez long. C'est ça l'incubation. Pour cela, on fait appel à des personnes qui ont une expérience dans le domaine. Ce sont des prestataires extérieurs et ils vont accompagner nos projets incubés et leurs animateurs pas à pas pendant cette période, 4 mois en général. Ils sont accompagnés par des start-upers, par des gens qui eux-mêmes ont monté un projet, donc ils sont parfaitement au courant des difficultés, ils sont parfaitement au courant des obstacles à surmonter, et donc c'est quelque chose de très enrichissant. Ça, c'est le volet donc incubation. Lorsque le projet incubation arrive à son terme, on va demander au projet de bien vouloir, aux animateurs, bien sûr, qui sont derrière les projets, de bien vouloir pitcher devant un jury composé de membres de l'incubateur. C'est ce qui se passe. Donc, il y a un pitch de 10 minutes environ pour présenter le projet. Et ensuite, délibérer, le jury délibère et va récompenser le lauréat, c'est-à-dire celui qui va gagner le prix coup de cœur de l'incubateur. Et donc, en 2022, cette année, c'est le projet porté par notre consoeur Laurie Mongilardi qui a obtenu le prix
coup de cœur. Et donc, elle nous expliquera un petit peu comment ça s'est déroulé, ce concours. Et puis, il existe également un autre concours qui est le prix Gastineau de l'innovation, qui est un grand concours, mais qui s'adresse à des projets plus matures et qui va récompenser un projet porté par un avocat pour développer une solution qui va servir au quotidien nos confrères. Ensuite, voilà, je crois qu'on a vu les 3 points. Hein. Donc, premier point, les matinales. Vous êtes participé à cette matinale. Deuxièmement, l'incubation. Et troisièmement, les concours. Alors, il est intéressant de concourir. Hein. Faites, comment dirais-je, faites tourner la formation. N'hésitez pas à aller voir vos confrères qui sont porteurs de solutions pour leur demander soit de concourir au programme d'incubation, qui est gratuit, offert par l'ordre, et deuxièmement, de concourir, bien sûr, soit au prix de coup de cœur, soit au prix Gastineau de l'innovation. Voilà ce que je pouvais dire sur l'incubateur. Je vois qu'il y a une question. Alors. Non, c'est moi qui ai posé une question. Ah, d'accord. Okay. Un des participants qui est PZ avec ses initiales, et j'aurais voulu avoir son identité pour l'identifier pour la fiche de présence. C'est ça, absolument, parce que, encore une fois, votre présence ici va vous valider. Donner des heures de formation continue. Voilà, 2 heures, je crois. 2 heures, tout à fait. 2 heures de formation. Et éligible en obligation des jeunes avocats en termes de déontologie et d'exercice professionnel. Merci, Alexandre. Parce que la déontologie, c'est aussi moderne et innovant. Et numérique et innovant, exactement. Absolument. Alors, ça y est, j'ai fait ma présentation sur l'incubateur, sauf si vous avez des questions, je vais aborder maintenant. Un autre volet qui me tient à cœur, c'est l'avocat face à la modernisation de la technique et à la digitalisation. Alors, normalement, on va partager le document. Là, c'est lever la main. Voilà. Parfait. Voilà, donc, pour les faire passer, il faut que je les passerai. D'accord, bon, donc on va passer. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un certain nombre de notions et de concepts qu'on utilise dans le cadre de l'innovation. Ensuite, j'aborderai en quoi les avocats sont concernés par ces nouvelles problématiques, le contexte de notre réflexion au barreau des Hauts-de-Seine, les enjeux pour nous, avocats, et puis je ne sais pas si j'aborderai l'approche sociale et fiscale, on pourra en dire un mot, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail de la fiscalité et du droit social. On en parlera, on l'évoquera, parce qu'on a la chance d'avoir en Laurie une praticienne du droit du travail et du droit social, donc ça va être intéressant d'échanger. Voilà, donc les notions et les concepts. Quelques définitions, vous les connaissez certainement, mais c'est bien de donner une définition. Donc, qu'est-ce que c'est que la digitalisation? C'est tout simplement un procédé qui vise à transformer un objet, un outil, un processus ou un métier en un code informatique, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va mettre sous forme de codification, on va coder par des codistes un certain nombre de notions pour aller plus vite dans le cadre de ce qu'on peut appeler la big data. Donc,
Le big data, c'est quoi? C'est l'ensemble de données devenues si volumineux qui dépassent l'intuition et les capacités humaines d'analyse, et même celles des outils informatiques classiques de gestion de bases de données ou de l'information. Et donc, on est obligé, pour gérer cette big data, de mettre en œuvre des systèmes d'information extrêmement sophistiqués, extrêmement volumineux, et c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on va pouvoir gérer toutes ces informations. L'économie collaborative, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle aussi l'économie de partage ou l'économie pair-to-pair, pair à pair. C'est tout simplement le partage ou l'échange de biens, de services ou de connaissances. Si je voulais philosopher, je dirais qu'en réalité, l'économie de partage, ça a été de transformer un acte gratuit en un acte payant. C'est-à-dire qu'on a professionnalisé des actes qui étaient autrefois gratuits. C'est-à-dire, je suis en voiture, je roule sur une départementale, je prends un autostoppeur, c'est un acte gratuit. C'est-à-dire, je partage mon trajet avec un tiers, je le faisais de manière gratuite. Désormais, avec l'histoire de l'économie collaborative, eh bien, c'est Blablacar qui va mettre en relation les anciens autostoppeurs qui maintenant deviennent des voyageurs, et puis le driver, c'est-à-dire celui qui a la voiture. Et puis, la blockchain, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une technologie qui va permettre, par le stockage et la transmission d'informations transparentes et fonctionnant sans organe de contrôle, la sécurisation des échanges d'informations. Donc, apparu en 2008 avec la monnaie numérique, le Bitcoin, cette technologie a fait ses preuves et elle continue d'exister. Alors, ensuite, la notion d'ubérisation. C'est un terme souvent péjoratif qui est utilisé pour désigner la montée en puissance du phénomène de l'économie de partage. Souvent, on l'utilise à titre un petit peu péjoratif parce qu'on dit oui, ça y est, les avocats sont ubérisés parce qu'ils sont pris en charge par des plateformes de mise en relation, etc., qui leur imposent des tarifs. C'est vrai que c'est un peu les craintes qu'on avait chez les avocats, mais il se trouve que le Conseil national des barreaux a mis en place sa propre structure de mise en relation client-avocat, et que si on a peur d'utiliser une plateforme privée, on peut très bien se tourner vers la plateforme du Conseil national des barreaux. Les legal tech, qu'est-ce que c'est? Ce sont des entreprises qui mettent à disposition du public ou des cabinets d'avocats des outils technologiques afin de les aider à mettre en œuvre de nouvelles manières de délivrer ou d'avoir accès à des services juridiques. Il existe plus de 200 legal tech en France et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble et dans quel domaine. L'intelligence artificielle ou IA, voire même IA pour intelligence avocat, c'est un logiciel de traitement de données qui analyse, trie et restitue des informations. C'est ce qui permet finalement de trier des documentations très volumineuses comme la jurisprudence. Les cas de jurisprudence sont traités par l'intelligence artificielle, ce qui permet de faire de la justice prédictive ou, et je préfère ce terme, la quantification des risques. La robotisation de certains secteurs désigne le phénomène de remplacement de l'homme par la machine. Alors là encore, il y a des frayeurs à propos de cela. C'est vrai que ce n'est pas très agréable de penser que l'homme sera un jour remplacé par la machine. Mais en revanche, si on voit les choses de l'autre côté, on peut dire que certaines tâches rébarbatives, coûteuses, de temps, sont plutôt intéressantes à mettre en place. Et c'est beaucoup mieux que ce soit géré par la machine. Je pense à des recherches, tout simplement, recherches documentaires.
si on peut confier ça à un robot, ça va quand même mieux que de le faire soi-même. Ça nous laisse du temps pour le consacrer à nos clients. La robotisation, ça peut être aussi la mise en place d'un chatbox, c'est-à-dire d'un répondeur intelligent qui va, même si vous n'êtes pas présent au cabinet, qui va tout simplement prendre en charge la question du client, qui va pouvoir l'aiguiller, qui va pouvoir prendre un rendez-vous, de telle sorte que ça vous ménage encore plus de temps. Donc, là encore, je crois qu'il ne faut pas craindre ce type de technologie. Au contraire, il faut l'utiliser dans un sens favorable à la profession. Ensuite, la justice prédictive ou quantification des risques, c'est une solution informatique qui analyse la jurisprudence pour pouvoir en tirer des statistiques et aider à la stratégie juridique. Le barreau des Hauts-de-Seine a conclu depuis de nombreuses années un partenariat avec Keslo Analytics qui est une entreprise qui propose depuis de nombreuses années la quantification des risques et qui aide dans la décision et donc qui vous aide à présenter un certain nombre de solutions aux clients. Nous avons déjà invité Keslo cette année, d'ailleurs, on l'a invité, qui nous a fait part d'exemples concrets dans les différents domaines, différentes branches du droit. Et nous continuons ce partenariat en 2023 avec des tarifs très étudiés d'abonnement pour les membres de notre barreau. Autre définition, l'incubateur. Qu'est-ce que c'est que l'incubateur? On parle d'incubateur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est tout simplement un dispositif d'appui et de développement à travers une dynamique de partenariat qui mobilise différents acteurs dans le but de favoriser un écosystème de développement de projets innovants. Tout simplement, des jeunes ou des moins jeunes confrères ou consoeurs souhaitent développer une solution, soit pour aider les confrères, soit pour aider des internautes, et le barreau va aider, dans le cadre du respect de notre déontologie, va aider ses confrères ou ses consoeurs à développer leurs solutions. Les outils collaboratifs, de quoi s'agit-il? C'est l'ensemble de moyens et d'outils qui permettent à un groupe de plusieurs personnes de travailler ensemble, de partager. De partager quoi? Tout simplement de l'information en s'affranchissant des contraintes de temps et de lieu. C'est-à-dire que l'outil collaboratif, ça peut être effectivement un chat, ça peut être une plateforme qui va permettre l'échange de bons procédés. Et voilà, donc on avait incubé en 2021 un projet qui permettait entre confrères d'échanger des bonnes pratiques en cas d'avocat qui va plaider en province ou pour un provincial qui vient plaider à Paris. C'est intéressant d'échanger les bonnes adresses, les horaires d'ouverture du greffe, le nom des magistrats, des greffiers et l'endroit où se rendre lorsqu'on va terminer de plaider. Peut-être pouvoir contacter un confrère qui pourrait nous prêter une robe si on a oublié sa robe. Enfin voilà. Voilà un outil collaboratif. Alors, juste ce petit slide pour vous dire que on se demande si on va vers un droit des robots. Il y a l'absence de textes légaux qui régissent les robots, mais il y a beaucoup de doctrines et de travaux préparatoires, et notamment les lois d'Asimov, qui sont les bonnes pratiques pour éviter les dérapages. Donc, un robot ne peut attenter à la sécurité d'un être humain, ni par inaction permettre qu'un être humain soit mis en danger. Deuxièmement, un robot doit obéir aux ordres d'un être humain, sauf si ces ordres entrent en conflit avec la première loi. Et enfin, un robot doit protéger
sa propre existence tant que cela n'entre pas en conflit avec la première et la deuxième loi. Donc, on peut noter qu'il y a une résolution du Parlement européen du 16 février 2017 qui contient des recommandations faites par le Parlement à la Commission européenne concernant des règles de droit civil sur la robotique. Et puis, il y a un certain nombre de rapports, de conseils d'orientation ou de confrères qui ont, notamment Cédric Villani, donné un sens à l'intelligence artificielle, puis un rapport aussi de France Stratégie. Voilà, Alexandre, on va passer au slide suivant. Alors, quid pour les avocats? On a vu les concepts maintenant. Contexte du barreau des Hauts-de-Seine. Donc, le barreau des Hauts-de-Seine a plus de 2300 avocats inscrits, soit, oui, même à 2500 aujourd'hui. Donc, près de 650 avocats exerçant en cabinet dit de palais, les autres dans les grands cabinets, CMS, Fidal, Tage, donc Deloitte, EY, PwC, KPMG, Avocat, Grant Thornton et Mazars. Donc, si on s'intéresse aux 650 avocats de palais, on constate qu'ils sont répartis en près de 450 structures, donc environ 380 avocats solo, 50 cabinets regroupant entre 2 et 4 avocats, et puis une vingtaine de cabinets comprenant plus de 5 avocats. Et donc, on s'est demandé comment aider nos confrères qui exercent comme avocats de palais dans le cadre, bien sûr, des textes professionnels. Alors, l'exercice du droit, je vous rappelle qu'il y a un principe d'interdiction de la loi de 71 qui définit finalement le monopole de la réglementation des consultations en matière juridique et de rédaction d'actes sous seing privé. Donc, nul ne peut rédiger des actes juridiques et réaliser des consultations juridiques s'il y est autorisé et s'il n'a pas de diplôme requis. Donc, le CNB, dans son AG du 18 juin 2011, a indiqué que la consultation juridique consiste en une prestation intellectuelle personnalisée tendant sur une question posée à la fourniture d'un avis ou d'un conseil fondé sur l'application d'une règle de droit en vue notamment d'éventuelles prises de décision. Voilà, ça, c'est vraiment la définition de la consultation juridique. C'est cette consultation juridique qui est protégée. Seuls les avocats peuvent délivrer ce type de consultation. Dans une certaine mesure, on le sait, les experts comptables ont la possibilité, à titre accessoire, de délivrer une certaine forme de consultation juridique, mais ça doit rester accessoire. Autre texte d'ordre général, le principe de publicité des décisions de justice est inscrit dans le CPC, CPP et le Code de justice administrative. Le principe, c'est que la jurisprudence doit être ouverte. C'est l'open data, c'est-à-dire que le principe, c'est la mise à disposition du public de toutes les décisions de justice sous forme électronique. C'est ce qui a permis aux éditeurs juridiques de pouvoir appréhender la jurisprudence, la collationner, la commenter, l'organiser et déboucher sur une aide à la décision, pour reprendre l'exemple de Caselo Analytics, par exemple. Alors, autre texte sur l'économie collaborative, l'objectif, c'est de fixer un cadre juridique définissant les obligations des opérateurs. Donc, pour ce qui est d'économie collaborative, on a un cadre juridique au niveau européen et au niveau national. Au niveau européen, c'est la communication de la Commission européenne en date du 2 juin 2016 qui a fixé un agenda européen pour l'économie collaborative. Donc, se référer à ces travaux. Et puis, au niveau national, on a l'harmonisation des obligations fiscales des opérateurs économiques, soit dans des relations purement internes, soit
dans des relations extraterritoriales, c'est-à-dire de la France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France, avec bien sûr le souci constant de préserver les droits des travailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ubériser les travailleurs, et c'est là qu'entre en jeu la distinction entre l'indépendant, celui qui va rendre un service en tant que sous-traitant ou en tant qu'indépendant, et puis le salarié, avec bien sûr des garanties de loyauté et de transparence. Alors, quels sont les usages possibles dans le monde du droit de tous ces outils? La dématérialisation des sources, le traitement des litiges en ligne. Hein, on a vu fleurir un certain nombre de legal tech sur divorcer en ligne, créer une structure, une société en ligne. Tout ça, bien sûr, dans un souci de sécurisation, c'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans la digitalisation, il faut immédiatement avoir le réflexe sécurité. Pourquoi? Parce que vous avez des malwares, vous avez des hackers qui ont tendance à attaquer les ordinateurs, les systèmes d'information, quelle que soit leur taille. Et donc, il faut se prémunir contre ces tentatives d'hameçonnage, ces tentatives de blocage par l'envoi de malware de la part de personnes mal intentionnées. Donc, la sécurisation est un volet très intéressant et à ne pas négliger. Ensuite, la dématérialisation des procédures. C'est vrai qu'avec le RVPVA, avec la saisine administrative des cours administratifs d'appel et du Conseil d'État, il y a la plateforme mise en place par le Conseil d'État, SAGAS, hein, c'est la plateforme SAGAS, qui permet un gain en temps pour le contribuable et pour l'avocat, puisqu'on va retrouver sur le site SAGAS, juste en pianotant le numéro de la requête, le nom des parties, on va avoir l'état de la procédure et on va avoir accès à tous les documents, tous les échanges de documents qu'il y a eu entre l'administration et le contribuable. Donc, il y a des aspects très favorables au traitement automatisé des tâches. Ensuite, il y a le volet certification de process. Donc là encore, c'est intéressant de se pencher sur ce volet de certification. Et puis des analyses de jurisprudence, justice prédictive, aide à la décision. Voilà. Alors, on a détecté un certain nombre de besoins pour les avocats du barreau des Hauts-de-Seine et des axes de réflexion pour répondre à ces attentes. On a des legal tech qui vont assister pour la mise en place de la digitalisation de l'image des avocats, adresse @avocat, donc une adresse mail digne de ce nom, sécurisée, et de préférence pas une adresse Gmail, un référencement et un site. Un site pour faire connaître, par exemple, son domaine d'exercice, pour publier des articles et pour donner envie à des prospects de vous consulter. On avait d'ailleurs mis en place au sein de l'incubateur ce qu'on appelait le kit de démarrage de l'avocat connecté. Ensuite, des outils facilitant l'exercice au quotidien, calcul de l'indemnisation, aide, formalité et bien sûr sécurisation. Des outils facilitant la mise en relation avocat-client. L'avantage, c'est peut-être aussi de mettre en place une communauté d'avocats qui peut échanger sur les bonnes pratiques et sur même des sujets techniques. C'est l'avantage de ces plateformes d'échange. Alors,
quelques outils pour répondre à ces besoins, des outils de communication, des outils de gestion du cabinet, des outils d'aide à l'exercice professionnel. On va passer le suivant. Alors voilà, on s'est demandé, mais pourquoi changer? Pourquoi changer? Est-ce que c'est intéressant de changer? Changer pour changer, est-ce que c'est intéressant? Il y a une résistance au changement, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire, bah, moi je fonctionne de cette manière depuis des années, ça me réussit pas trop mal, donc quel intérêt de changer mes pratiques? Peut-être, mais peut-être que c'est par peur de la technologie. C'est parce qu'on a l'impression que ça va nous coûter très cher. C'est aussi le fait qu'on va peut-être perdre un savoir-faire. Mais ça, c'est les côtés noirs du tableau, mais vous avez aussi l'évolution inévitable du monde du droit. Vous avez l'émergence de ces legal tech qui, finalement, sont utiles et pas trop chères, certaines. Autant prendre celles qui ne sont pas trop chères, voire même gratuites. Ça facilite l'accès aux droits des usagers. L'attente, besoin des clients, c'est-à-dire que si j'ai plus de temps, moi, avocat, parce que je suis finalement déchargé des tâches répétitives par des legal tech, pourquoi je m'en priverais? Ça permettra de dégager du temps pour la réflexion, pour le conseil, pour l'assistance rapprochée. Donc, gain de temps. Il y a une menace dans l'immobilisme. Voilà, donc les 5 principales tendances qui devraient avoir plus d'impact selon les avocats sont les suivantes. Importance croissante de la technologie juridique, 76%. Répondre aux solutions des attentes des clients et des dirigeants, 74%. L'accent mis sur l'amélioration de l'efficacité et de la productivité, 73%. La capacité à acquérir et à conserver des talents, 73%. Et faire face à l'augmentation du volume et à la complexité des informations. Je retiendrai sur ces réponses des avocats à des sondages la capacité à acquérir et à conserver des talents. C'est vrai que si on fait rêver les confrères et les consoeurs, il est clair qu'on va on va les garder au sein des structures, on va travailler en commun, on va échanger et ils se sentiront à l'aise et ce sera du gagnant-gagnant. On va passer, il y a un peu trop de... On va passer tout ça. Voilà. Donc, simplement un tableau pour résumer. Finalement, le gain pour l'avocat, pourquoi? Ça facilite son travail et ça améliore la qualité et la rentabilité. La digitalisation améliore sa visibilité également, puisqu'il va avoir un site internet épuré, design, et qui va permettre aux clients de s'y retrouver et de poser sa question. Ça ouvre le champ de sa clientèle et ses domaines divers d'exercice du droit. Ça permet le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'informations. Alors, il y a des catégories d'outils collaboratifs, ce qu'on appelle en anglais le groupware, c'est-à-dire les outils de collaboration. C'est l'ensemble des moyens et des outils qui permettent à un groupe de plusieurs personnes de travailler ensemble, de partager de l'information en s'affranchissant des contraintes de temps et de lieu. On va regarder le slide suivant. Voilà. Donc, je vous laisse prendre connaissance de ce slide qui vous donne les différentes catégories d'outils collaboratifs. Et donc, à chaque fois, des aides à la rédaction d'actes, des aides à la mise en relation avocat-client en B2C, le stockage sécurisé des données, les outils d'aide à la décision du client et de l'avocat. Voilà le genre de legal tech qui propose leurs services. Et ça, c'est une source qui vient du village de la justice. Alors, les principaux services concernés, c'est le commerce d'actes ou de services juridiques en ligne, les accès aux sources du droit, les aides à la décision ou à l'exercice du droit. Là, on vous a donné un certain nombre d'acteurs
la sphère de digitalisation. Voilà, là, on ne vous donne pas de recette particulière, hein, c'est simplement... voilà, et là, on vous a proposé une analyse force-faiblesse, opportunité-menace. Comment doit-on prendre les outils collaboratifs? C'est une force, en ce sens que ça facilite l'accès aux normes et aux sources, et ça facilite également l'accès aux droits. Mais la faiblesse, c'est qu'il faut trouver une adéquation avec la déontologie. Je vous rappelle que l'avocat a le monopole de la délivrance de consultations juridiques, donc il n'est pas question de laisser les legal tech prendre la main et donner des services juridiques. En revanche, une plateforme peut parfaitement mettre en relation un avocat avec un prospect qui va devenir un client. Il y a cette perte de notion de propriété qui risque effectivement de perdurer. La dépendance économique, ça c'est le risque aussi, la crainte, c'est je ne veux pas, moi, avocat, devenir dépendant d'une plateforme. Mais il y a des opportunités. C'est par exemple l'accès aux domaines non couverts, c'est-à-dire que vous avez accès à d'autres marchés que ceux qui sont vos domaines d'expertise. C'est intéressant. La vulgarisation et les connaissances du droit, ça permet aussi de communiquer et de gagner en visibilité et de conquérir de nouveaux clients. L'industrialisation de certaines tâches aussi fait gagner du temps. Les menaces, c'est bien sûr, attention aux flibustiers du droit, hein, attention à l'exercice illégal du droit. Le risque, c'est de casser les prix. Hein, on a vu divorcer pour 150 €. Ça peut effectivement, mais c'est ce qu'on appelle les prix d'appel. C'est un peu un effet de style. La dépendance économique, encore une fois, est une menace, et puis la déshumanisation et la perte de sécurité. Voilà, donc finalement, on peut résumer la totalité de mon propos par cette présentation. Donc, on a l'usage du numérique et puis un certain nombre de réflexions sur les outils numériques, dématérialisation, intelligence artificielle, traitement de données, robots, voilà. C'est cette dernière présentation d'un des slides qui vous permet de synthétiser ce qu'on peut dire sur le sujet. Alors, je vais... alors, bon, non, on va vous laisser passer tout ça, parce que ça, c'est la sécurisation. Voilà. Oui, alors sur le devenir de la profession, on peut peut-être passer juste le slide d'avant. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai en tête, c'est de vous dire que vous pourriez utiliser facilement des outils digitaux pour mettre en place chez vous du legal design, du traitement de données, pour ce qui est le fichier des écritures comptables, la piste d'audit, les audits RGPD, et puis utiliser peut-être la robotique et l'intelligence artificielle pour le calcul des indemnités, les bulletins de paye, les déclarations fiscales, IS, TVA. Ça peut être intéressant, effectivement, d'utiliser ces outils pour vous aider tout simplement dans la gestion quotidienne des agendas, de la communication, et puis peut-être mettre en place un chatbot qui permet de répondre à vos clients quand vous n'êtes pas là. Voilà, donc maintenant je vais me tourner vers Laurie pour lui demander de nous expliquer en 2 mots ce qu'elle pense de l'impact du droit social sur la mise en place des outils collaboratifs. C'est-à-dire, en fait, l'ubérisation. Sur l'ubérisation, oui, de manière générale. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de plateformes, pas forcément juridiques, mais dans tous les pans de la vie sociale et sociétale qui se créent de plus en plus. Et pour autant, il n'y a pas forcément une absence de risque totale à toutes ces startups et ces plateformes qui se créent. Et je trouve qu'elles sont, je dirais, extrêmement courageuses dans le contexte actuel de proposer des innovations et je dirais des services qui sont tout à fait favorables à la population. Pourquoi? Parce que d'un point de vue social, eh bien, il y a des risques qui ne sont pas du tout négligeables. On l'a vu dans pas mal d'affaires médiatiques, le risque d'une requalification des travailleurs indépendants en salariat et avec toutes les conséquences indemnitaires qui
qui s'ajoutent à cette requalification. On a un risque aussi d'action en concurrence déloyale de la part des concurrents qui, eux, justement, seraient soumis à une réglementation et à des charges sociales que ces plateformes n'auraient pas et qui voudraient justement rétablir un petit peu plus de justice entre ces différentes structures. Et puis, il y a un risque aussi URSSAF. L'URSSAF aussi peut avoir un intérêt à demander des cotisations de travailleurs indépendants qui sont en réalité des salariés, et ça peut chiffrer très gros. Donc aujourd'hui, les risques sont assez impressionnants, et donc il y a une balance à faire, je dirais, entre l'opportunité et les risques de créer parfois des plateformes qui peuvent pourtant servir aux justiciables. Merci beaucoup. Alors je dirais, je vais traiter du volet fiscal, simplement pour vous dire que, bien entendu, l'administration fiscale n'est pas restée bras ballants devant cette digitalisation croissante et devant l'émergence de toutes ces plateformes. Elle a mis en place, enfin le fisc a mis en place un certain nombre de dispositifs de contrôle pour appréhender la matière imposable auprès des personnes qui agissent à titre professionnel. Donc on fait bien la distinction entre le simple particulier qui va vendre sa voiture au travers d'une plateforme, là il n'y aura pas d'impôt. En revanche, celui qui systématiquement va acheter des voitures et va les revendre à travers une plateforme, vous avez bien compris qu'il agit à titre professionnel et qu'il devra payer sa TVA et son impôt sur le revenu ou voire même l'impôt sur les sociétés. Voilà ce qu'on peut dire rapidement. On pourra, si vous êtes intéressé, développer plus avant le volet social et le volet fiscal du régime des plateformes. Voilà ce qu'on peut dire. J'ajouterais simplement que la législation prévoit qu'une plateforme est tenue d'informer le fisc des prestations qui transitent, des transactions, que ce soit des transactions de biens ou des services, qui transitent par sa plateforme. D'accord ? La plateforme doit informer le fisc des volumes qui transitent par son intermédiaire, ce qui fait qu'effectivement le fisc ensuite pourra aller vérifier que la personne qui est passée à travers une plateforme pour présenter des produits à la vente ou des services à la clientèle a bien payé ses impôts. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vais conclure ce premier volet et puis on va aborder maintenant le deuxième volet qui est donc le témoignage de Laurie sur son expérience en tant que finalement animatrice de son projet qu'elle va nous présenter, donc Relax Papers. Donc, pendant que les outils technologiques se mettent en place, je vous rappelle que Relax Papers a été un des projets incubés. Lorsque Laurie a pitché devant nous, devant le jury de l'incubateur du barreau, Avocat Lab 92, on a été enthousiaste par son projet et on a décidé de l'accompagner dans le cadre de notre projet d'incubation, donc qui s'est déroulé de mars à juillet en 2022. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter le projet, notre projet, parce que je ne suis pas toute seule, j'ai une équipe derrière moi, une petite équipe de pépites, pour vous présenter Relax Papers. Alors, pour commencer, et puisqu'on est, on peut dire qu'on est entre nous, je vous propose d'être mes cobayes, entre guillemets, si vous voulez bien, et de compléter mes 2 premières slides. Alors, je vous rassure, les slides suivantes, je les ai préparées. Alors, je ne sais pas, Alexandre, si les participants peuvent écrire dans la... Les participants peuvent tout à fait écrire dans le chat, ouais. Super.
Alors, l'idée, c'est que je vous pose 3 questions et vous allez écrire un mot, le mot qui vous concerne dans la conversation, si vous souhaitez participer. Alors, ma première question, c'est j'aimerais savoir qui a été déjà concerné par la maladie ou le handicap personnellement. Alors, s'il y a des personnes qui sont dans cette situation ou l'ont été, vous pouvez écrire rouge, par exemple, dans la conversation. N'hésitez pas à participer. Oui, je prends un petit risque quand même, parce que si personne participe, mon sondage on a déjà une réponse. Tombe à l'eau. Justine Vasse, qui a donc écrit rouge. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez été concerné, toujours pareil, par la maladie ou le handicap, mais à travers un proche? Alors, j'entends proche, c'est-à-dire un conjoint, partenaire de PACS, concubin, frère, sœur, parents et grands-parents. Alors là, vous pouvez écrire jeune, par exemple. On a eu 2 rouges. Et troisième question, et ma dernière, est-ce que vous avez été concerné par la maladie ou le handicap à travers un proche moins proche? Là, je parle des grands-parents, d'un grand-oncle, grande-tante, amis, voisins, collègues de travail. Et là, pardon, vous pouvez écrire vert. Justine encore. Pierre aussi. Et donc, du coup, est-ce que tu peux me dire, Alexandre, combien on a de réponses en tout? En tout, on met bien 2 rouges, 3 jaunes et 2 verts. Ça fait 7. Ouais, pareil. Alexandre, est-ce que je te rajoute ou non? Tu peux me rajouter, oui. On est combien en tout de participants? On est 9. 10. Oui. Parfait. Alors du coup, sur les 10 personnes qu'on a interrogées tous ensemble à la question de savoir s'ils ont été concernés par la maladie ou le handicap à travers un proche ou personnellement, et ben, il y a 10 réponses positives. Donc on a un carton plein pour le coup, ce qui est énorme en termes de statistiques, même sur un petit panel. Et ça rejoint tout à fait les chiffres proposés par les pouvoirs publics, puisqu'on a environ 15 millions de Français qui sont atteints d'une maladie chronique en France. Et sur ces 15 millions, eh bien, il y a 70% qui ont le sentiment de ne pas connaître leurs droits, ce qui est 10 millions et demi, ce qui est un chiffre assez colossal. Et puis, à côté de ces personnes malades, il y a, alors tout à côté, ce qu'on appelle les proches aidants, qui, eux, ne sont pas malades, mais qui accompagnent au quotidien ou régulièrement eh bien, leurs proches malades. Et elles sont 11 millions, donc c'est aussi un chiffre très important. Et parmi ces 11 millions, il y a environ la moitié d'entre elles qui se disent aussi mal informées sur leurs droits. Donc on est à 5,8 millions. Alors ces chiffres-là, ils sont significatifs aujourd'hui. Et dans les années à venir, eh bien, ils le seront encore plus. Pourquoi? Alors, ce n'est pas forcément négatif, hein, ça peut être aussi positif parce qu'il y aura forcément des avancées thérapeutiques, scientifiques qui vont faire que, eh bien, on vivra plus longtemps avec des maladies chroniques. Alors, j'aurais aimé vous passer, si c'est possible, un petit extrait d'une personne que j'ai interviewée, une jeune personne de 27 ans, Anoucha, qui était une proche aidante puisque son mari a été atteint d'un cancer colorectal. Je ne sais pas si on peut passer normalement. Je ne sais pas s'ils ont ça. De toute façon, on enverra les slides.
Voilà, tu peux peut-être résumer Oui, ce qu'elle a dit en 2-3 mots. Alors, elle disait que à partir du moment où elle a eu le diagnostic de son mari, elle a dû faire face à plein de demandes d'aide et de papiers administratifs et que ça a été très compliqué pour elle de suivre toutes ces démarches administratives pour exercer ses droits et ceux de son mari. Et que en réalité, quand on est malade ou quand on accompagne quelqu'un, on n'a pas forcément envie de penser à toutes ces problématiques qui sont très pragmatiques. Alors, les principales causes de ce problème, de cette méconnaissance du droit, eh bien, on retrouve principalement les causes de tout justiciable, finalement, qui est que le droit, c'est technique, la législation ne cesse d'évoluer, les démarches administratives sont complexes, les informations en général trouvées sur Internet sont soit dispersées, soit trop générales. Et puis, dans notre cas particulier, je dirais qu'il y a 2 causes qui se rajoutent. La première, et il faut le dire, c'est un constat aujourd'hui, c'est que la maladie, c'est un sujet tabou. On a énormément avancé en termes de handicap. On voit très souvent des campagnes de handicap. On voit dans les entreprises des accords qui sont conclus sur le handicap. On a des obligations légales sur le handicap, et ça, c'est très bien, mais la maladie à côté est très peu évoquée. Et quand on parle de la situation des proches aidants, je dirais que c'est encore pire. Il y a beaucoup à faire sur ce sujet-là, parce qu'il y a des tas de personnes, en fait, qui n'ont pas conscience elles-mêmes qu'elles sont proches aidants. Et donc, déjà, le problème démarre de là. Et puis, la deuxième problématique, je dirais, et c'est l'essentiel, je dirais, c'est qu'il n'existe aucun interlocuteur juridique intégré dans le parcours de santé des personnes malades. Aujourd'hui, une personne malade qui est diagnostiquée par son médecin, atteinte d'une maladie, eh bien, tout au long de son parcours de santé, on va lui proposer de rencontrer des spécialistes, des professionnels de santé, des infirmiers, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes parfois. On voit même que selon les hôpitaux, si on est dans un super hôpital, on va avoir des professions qui ne sont pas du tout médicales, du type esthéticienne, sophrologue, mais toujours pas d'intervenant juridique. Alors on va me dire, c'est pas tout à fait vrai. Il y a les assistantes sociales. Alors oui et non. J'ai interrogé les assistantes sociales, j'en ai interrogé une 50aine en France, dans la région parisienne et dans le sud de la France principalement. Et le problème, c'est que, alors, outre le fait que malheureusement, il n'y a pas des assistantes sociales dans tous les hôpitaux, quand elles sont là, eh bien, ce ne sont pas les meilleures personnes capables de répondre à des questions juridiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que grosso modo, selon elles, elles n'ont pas la formation dans leurs études et dans leur formation d'assistante sociale, de formation juridique. Elles ont très souvent un module, 1 heure, 2 heures par-ci, par-là. Et donc, elles ne se sentent pas légitimes pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, elles cherchent sur Internet, elles posent leurs questions dans leur réseau d'assistantes sociales, mais elles galèrent énormément. Et puis, elles se sentent surtout, elles se disent, ce n'est pas notre métier. Nous, principalement, on est là pour faire en sorte que le retour au domicile se passe bien, que la vie quotidienne se passe bien, mais ça s'arrête là, grosso modo. Alors, on a une deuxième solution, mais qui reste aussi insatisfaisante aujourd'hui, c'est les sites institutionnels qui proposent des informations gratuites sur Internet. Alors, je parle des sites institutionnels parce que pour moi, c'est la solution, dans la solution insatisfaisante, c'est la solution la plus sûre, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que sur ces sites, en général, l'information est plutôt mise à jour et plutôt juste. Je parle notamment des sites du ministère du Travail, de la Santé, du service public. Le problème de ces sites, par contre, c'est que l'information n'est pas du tout personnalisée, et que les informations sont très souvent dispersées. Si vous avez une problématique en droit du travail, vous devez aller sur le site du ministère du Travail, etc. Troisième solution, il y a les permanences juridiques. Alors là, quand on s'adresse évidemment à une population de personnes malades qui n'est pas forcément toujours capable de se mouvoir, ça peut parfois être compliqué. Je passe le fait que dans les permanences juridiques, vous savez comme moi qu'on n'a pas forcément des confrères très spécialisés.
notamment en droit du travail, droit de la santé, pour pouvoir répondre à des questions précises. Et puis enfin, il y a les associations de personnes malades, de proches aidants. Il y en a beaucoup. Et parmi elles, la plus connue au niveau national, je dirais, c'est France Assos Santé. Alors, France Assos Santé, elle fonctionne comment? Eh bien, elle donne un petit peu des informations via son blog, entre guillemets, sur le site Internet. Et puis surtout, elle répond aux appels téléphoniques. Sauf que là aussi, les justiciables, quand on leur pose la question « Est-ce que vous êtes satisfait de toutes ces associations quand vous leur téléphonez ?» Eh bien, très souvent, on nous dit on a un peu de mal à les joindre. On nous dit de rappeler plus tard. On nous fait une réponse en 2 temps, 3 temps, etc. Bref, ça ne fonctionne pas forcément toujours très bien. Alors nous, notre projet, Relax Papers, notre proposition, c'est de créer un collectif d'avocats qui puisse accompagner les personnes malades et les proches aidants dans la découverte de leurs droits liés à la maladie tout au long de leur parcours de santé et sur toutes les problématiques juridiques liées à la maladie. Alors, comment ça va marcher dans les prochains temps quand la solution sera parfaitement aboutie? L'utilisateur arrive sur la plateforme juridique. Il répond à un questionnaire interactif. Il y aura plusieurs questionnaires interactifs. En fonction de sa situation personnelle, il coche les cases. Il arrive à une solution. Cette solution lui détaille plusieurs fiches informatives qui seront sur la plateforme. L'utilisateur accède à ces fiches informatives. C'est super, il a obtenu sa réponse dans cette fiche-là. Ça s'arrête là. Il a sa réponse. Deuxième solution, cette fiche informative lui a apporté une réponse, mais pas totalement aboutie, ou lui a donné une inspiration sur une autre question. Et bien, dans ce cas-là, le chemin continue. Il nous contacte via notre plateforme et nous, on met en place un échange de 20 minutes avec un avocat, partenaire de notre réseau, et un professionnel de santé. Cet échange-là, au bout de 20 minutes, se solde soit par une réponse aboutie, le justiciable est content et repart avec sa réponse, soit il a besoin d'un accompagnement sur le long terme, moyen terme, avec un avocat. Et dans ce cas-là, la relation se poursuit entre le justiciable et l'avocat qui continue la relation en facturant évidemment son client, parce que la personne devient son client avec son taux d'honoraire. Alors, vous allez me dire, c'est quoi concrètement ce questionnaire? Alors, ce questionnaire, je suis en train de le mettre en place. Il n'est pas encore mis à jour et effectif sur le site Internet. Par contre, est-ce que, Alexandre, tu peux accéder si tu cliques sur le lien? Je voulais qu'on fasse ensemble un test. Tu vas sur Internet, puis tu fais un copier-coller. Après, je vous partage. Ouais. Donc là, on est, alors par curiosité, si ça vous intéresse, vous pouvez taper dans la barre de recherche relaxpapers.fr/rubrique-du6 interactive et vous atterrirez sur cette page. Alors, je précise que cette page n'est pas effective, donc si vous ne tapez pas cette adresse-là, vous ne retrouverez pas le questionnaire sur le site. Pourquoi il n'est pas effectif? Parce qu'il faut le finaliser. Donc, prenons l'exemple d'un justiciable, Marie, qui a un enfant qui est handicapé, qui a 3 ans. Donc, mon proche est mon enfant, oui. Mon enfant est à ma charge, oui. Il a moins de 16 ans, oui. Non, oui. Alors, mon proche est, on va dire qu'il est handicapé. Alors, on va mettre atteint d'une maladie ou d'un handicap qui ne nécessite
pas une présence soutenue ou des soins contraignants. J'ai une ancienneté, oui. J'ai effectué au moins 6 années, oui. J'ai déjà initié dans mon entreprise d'un projet de transition, mettons non, oui. Je suis actuellement en congé parental d'éducation, non. Ça me... Voilà. Et là, vous avez votre situation décrite dans le questionnaire, ouvre droit au congé suivant. Et là, vous avez 5 congés. Donc, si vous cliquez par exemple sur congé sabbatique, congé de présence parentale, vous avez la fiche liée avec la définition du dispositif, les conditions. La marche à suivre et les petits plus à savoir. Vous avez quelques petits conseils et quelques annotés comme valeur ajoutée. Voilà. Et ensuite, vous avez la partie contact pour contacter l'équipe Relax Papers si vous avez des informations, des questions supplémentaires sur cette fiche, notamment. Voilà. Et je précise d'ailleurs que ce questionnaire était uniquement axé sur quels sont les congés en tant que proche aidant. L'idée, c'est évidemment de faire différents questionnaires en fonction de plusieurs thématiques. Je vais revenir sur les slides. Alors, cette partie de questionnaire, ça nécessite de coder. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu le codage, mais c'est un sujet aussi pour les avocats aujourd'hui, de savoir un petit peu tout faire et de savoir un petit peu coder pour améliorer un petit peu son activité dans le digital. Parenthèse fermée, comment ça se marche aujourd'hui? Puisque, comme je vous le disais, il n'y a pas de questionnaire qui est effectif. Alors, aujourd'hui, on communique de plus en plus sur nos réseaux sociaux et on arrive à avoir des particuliers qui nous contactent parce qu'on voit des posts informatifs sur les droits des personnes. Donc, les particuliers nous contactent, soit ils cherchent une information qui est plutôt générale et ils ne nous décrivent pas leur situation, leur santé. On répond et ça s'arrête là. Et c'est sur le format, je dirais, associatif, puisqu'on est une association. Soit ils cherchent une information personnalisée. Et dans ce cas-là, on prévoit un échange avec eux entre un avocat et un professionnel de santé de notre réseau. Puis, la relation ensuite se poursuit entre l'avocat et le client, si besoin, comme je disais, au taux horaire de l'avocat. Donc ça, on l'a fait plusieurs fois. On le fait de manière artisanale, puisque l'idée, dans les prochains mois qui viennent, ce sera de structurer tout ça sur la plateforme. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présentée, je m'en excuse. Moi, je suis Laurine Ongilardi, je suis avocate en droit social au barreau des Hauts-de-Seine et j'ai une activité principale puisque je travaille au sein du cabinet CMS Francis Lefebvre. Et donc, comme je m'ennuie un petit peu dans mon activité, je me suis dit que j'allais créer une plateforme qui allait me demander énormément de temps. Donc, je précise que c'est ironique, évidemment. Surtout, j'ai ma boss, je crois, dans l'Assemblée. C'est encore plus ironique. Et j'ai, qui m'accompagne dans ce projet, Vincent Lothar, qui est directeur du groupement d'intérêt public santé-éducation. Il est juriste en droit de la santé et il est diplômé d'État infirmier. Voilà. Donc, alors, ce qui peut être intéressant, c'est que je vous raconte un petit peu comment on s'est rencontrés, parce qu'on est tellement complémentaires que voilà, c'est un peu assez intéressant. C'est un projet que j'ai commencé à titre personnel et donc je cherchais au tout début, il y a 2 ans de ça, des informations sur des directives anticipées. Et puis, voilà, je cherchais aussi d'autres sujets dans le domaine de la santé en tant que patient et proche aidant. Et puis, je suis tombée sur les articles de Vincent, puisqu'il écrit énormément dans Actu Santé, Actu Soins. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais aller le voir à un séminaire qu'il faisait à Paris. Et je me suis dit, en fait,
me retrouve en total accord avec tous ces articles, tous les sujets qu'il écrit, sa manière très pondérée et mesurée de dire les choses, de les contester parfois. Et donc, je suis allée le voir à ce séminaire et je lui ai dit à la fin, j'adore tout ce que vous faites. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça, évidemment, mais l'idée, c'était de lui proposer ce projet. Ce à quoi il m'a répondu, je suis ravie que tu me l'aies proposé parce que moi aussi, j'ai eu cette idée depuis quelques années, mais je n'ai jamais pu la mettre en place pour plusieurs raisons. Et donc, il a rejoint le projet. Alors, je vous raconte ça pas pour vous raconter ma vie, loin de là, mais parce que je trouve que notre rencontre un petit peu hasardeuse est très symptomatique aujourd'hui d'une faille dans le système, je dirais, qui est que les professions médicales et les professions juridiques ne travaillent pas forcément ensemble, voire pas du tout. Il n'y a aucune interaction entre les sciences sociales juridiques et les sciences médicales. Et c'est un vrai problème quand on est patient, parce qu'on n'a pas une vision globale de son parcours de santé et de son parcours de soins. Alors nous, notre ambition aussi à travers cette plateforme, c'est de créer une synergie, une collaboration étroite avec différents acteurs du milieu de la santé et du droit, mais pas que, des personnes aussi concernées, donc des personnes malades et des proches aidants eux-mêmes qui ont une vraie vision, un vrai ressenti sur leurs problématiques, et de faire de cette synergie une réponse la plus complète et concrète à apporter. Alors, pour vous donner un exemple très concret, on a eu, il y a 2-3 jours de ça, avec Vincent, un particulier qui nous a contactés et qui était atteint d'épilepsie. Et là, pour le coup, il me pose une question, alors qui, moi, me concerne directement, puisqu'il me dit je travaille dans une entreprise de transport, je suis épileptique et je me rends compte que la situation est trop dangereuse. Quelles sont mes options pour arrêter mon travail, pour que je ne puisse plus continuer comme ça dans ces conditions. Et sur le fond, évidemment, moi, avocate en droit social de mon spécimen, je suis tout à fait capable, en principe, de répondre à cette question. Sauf que moi, l'épilepsie, je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas les causes, je ne connais pas les conséquences de cette maladie sur la vie quotidienne. Alors, je ne peux pas dire forcément à cette personne-là, écoutez, demandez une inaptitude auprès du médecin du travail et vous allez l'avoir 100% les yeux fermés. Je ne peux absolument pas lui dire ça parce que je ne connais pas la maladie. Alors, c'est là que Vincent intervient en tant qu'infirmier et qui m'explique qu'en réalité, l'épilepsie, c'est une maladie neurologique, que c'est extrêmement dangereux de conduire un véhicule avec cette maladie parce qu'on reçoit des décharges électriques dans le cerveau qui fait qu'on peut très facilement avoir un accident si on est en crise. Et puis, on discute ensemble. Et puis, on se rend compte qu'en réalité, bien, l'inaptitude dans ce genre de situation n'est pas toujours évidente, n'est pas forcément constatée, et que ça dépend en réalité des crises d'épilepsie de la personne. Si elle a été opérée avant, si elle n'a pas fait de crise d'épilepsie pendant 2 ans, si elle en fait que la nuit et pas la journée, etc. etc. Et donc, de cet échange-là qu'on a eu avec cette personne, on a pu lui apporter des réponses et on a ensuite donné le relais à un confrère spécialisé en droit du travail pour qu'il puisse l'aiguiller dans ses démarches. Donc voilà comment ça s'est passé et voilà l'idée de la plateforme pour les prochains mois et années à venir. Alors, pour nous aider dans cet objectif, Vincent et moi, on a 2 autres membres qui sont affectés aux fonctions support. On a Dagmara, qui est une chargée de communication. C'est elle qui s'occupe de poster des posts sur nos réseaux sociaux. Puisque je fais une petite pub, on est présent sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur TikTok même. Oui, oui. À côté de Dagmara, on a Johanna Ramatola, qui est responsable des ressources humaines et qui, elle, s'occupe de gérer tous les bénévoles
et d'accroître en tout cas notre nombre de bénévoles à nos côtés. Magnifique. Magnifique. Et donc, en parlant de bénévoles, on a une équipe de bénévoles aujourd'hui de 24 bénévoles juridiques qui nous accompagnent et qui sont alors essentiellement des étudiants. On a récemment conclu d'ailleurs, grâce à Johanna, un partenariat avec la clinique juridique de Paris 8. Et puis, on a également quelques juristes en droit social et en droit de la protection sociale aussi. Et puis, on a des gens qui sont en recherche d'emploi ou reconversion professionnelle avec des diplômes juridiques de niveau Master 2. Comment ça fonctionne? Que font les bénévoles? Soit ils rédigent les fiches informatives qui sont destinées à être publiées sur le site Internet en collaboration avec un avocat de l'équipe. Donc, il y a toujours un référent qui valide l'information. Ce genre de fiche est relu à 4 yeux, je dirais. Et puis, il y a les posts qu'on publie aussi sur nos réseaux sociaux qui sont toujours de nature informative et auxquels les bénévoles peuvent tout à fait participer, et là aussi, qui sont revus avec ma validation finale. Alors là, c'est le moment où je vais un petit peu nous vanter. On a une présence sur nos réseaux sociaux. Alors, on est vachement aidé pour ça par notre partenaire qui s'appelle Heroic Santé, qui est une start-up dans la santé. Donc, je disais Heroic Santé, qui est une start-up dans le domaine de la santé, qui délivre des informations, alors pas juridiques, mais des informations sur le quotidien des personnes malades. Donc, on a créé un partenariat avec eux pour publier des vidéos qui sont publiées sur nos réseaux à nous, mais également sur les réseaux d'Heroic Santé et qui sont destinés à leur communauté. On n'est pas peu fiers de ces vidéos qui fonctionnent plutôt très bien. Alors évidemment, à côté des influenceurs, on est encore très loin, mais si on se réfère à la norme des posts qui sont publiés dans le domaine de la santé, on est très largement au-dessus, puisqu'on fait en moyenne 1000 vues par vidéo, si ce n'est plus. On a une petite communauté sur Instagram, de 232 abonnés, et une petite communauté aussi sur LinkedIn, 229. Voilà, donc je n'ai pas fait la slide de la chute finale, mais tout ça pour vous dire que c'est un projet qui, quand il sera totalement abouti, va vous permettre à vous, confrères, de vous apporter une clientèle, donc va vous aider. Et puis, de notre côté, au stade du projet, moi, j'ai aussi besoin de toutes les forces positives et complémentaires pour le construire totalement. Donc, c'est une sorte de donnant-donnant. Et à ce stade-là, je serais évidemment ravie que les confrères qui soient intéressés sur mon projet puissent me contacter et qu'on puisse échanger ensemble. Alors, pas forcément là tout de suite, à part si vous avez des questions, mais plus tard en privé ou autour d'un café pour les Parisiens, ça sera très volontiers. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Des questions? Oui. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Le but est d'avoir des questions, vous pouvez poser. Voilà. Tout et n'importe quoi à Laurie et à Yann. Alors, moi j'avais une question. Comment, Laurie, tu as vécu ton accompagnement par incubateur? Alors, je dirais que ça a été un peu une révélation. Et c'est bien que tu me posais la question parce que je suis énormément reconnaissante de l'incubateur. Parce que sans l'incubateur du barreau, je ne serais pas là aujourd'hui, très clairement.
c'est un projet qui a pris de l'ampleur et des proportions grâce à un incubateur qui a révélé le projet et qui, à titre personnel, m'a révélé aussi quand j'ai commencé l'incubation, au tout début, j'avais une qualité d'avocate, ni plus ni moins. Et quand je suis ressortie de ce programme, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas qu'une simple avocate. J'ai aussi d'autres compétences. Je peux aussi savoir coder, je peux aussi manager une équipe, je peux aussi développer des compétences de communication, de marketing, avoir un plan financier. Voilà. Et donc, je dirais que ça a été une révélation aussi en termes d'entreprise, parce que parfois, quand on est jeune collab et qu'on intègre un cabinet qui peut paraître, qui est plus gros que soi-même, on peut parfois un peu se perdre. Et je dirais qu'on oublie peut-être un peu, au début en tout cas, qu'un avocat, c'est un entrepreneur. Et ça, c'est important de le rappeler parce que parfois, on oublie cette notion. Et je dirais que l'incubateur, ça a été un vrai déclic pour me dire tu as une liberté intellectuelle, tu as une liberté créative et il faut la garder, il faut l'assumer. Et c'est ce que j'invite à faire à tous mes confrères, jeunes confrères en tout cas, qui débutent leur carrière, c'est de garder cette liberté-là. Voilà, donc ça me donne des idées pour la suite, c'est-à-dire qu'en fait, il faut continuer notre développement de l'incubateur dans la communication auprès de nos confrères. Et je dirais, pourquoi se limiter aux 650 avocats qui exercent comme avocat de palais, mais on pourrait également avoir une communication dédiée à tous les avocats qui travaillent dans les grandes structures. Et on devrait s'adresser en fait aux 2500 avocats qui composent notre barreau. Enfin, c'est ce que je tire comme enseignement. En tout cas, merci de votre attention. On a été absolument ravis de faire cette dernière matinale avec vous. C'est toujours un plaisir de communiquer avec nos confrères. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, n'hésitez pas, vous, à communiquer également à vos proches, à vos confrères. Et puis, ne vous inquiétez pas, on repart pour une saison 2023 avec de nouveaux projets, une ambition et toujours mieux servir nos confrères. Merci beaucoup. Merci à Laurie. Merci à Alexandre. Merci à tous de votre présence et surveillez le site d'Avocat Lab et les réseaux sociaux du barreau des Hauts-de-Seine pour être au courant des actualités, des futures matinales 2023. On annoncera en janvier. Et merci de votre présence et de voir jouer le jeu de l'interactivité pour Laurie. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de Laurie si vous voulez être bénévole pour ce beau projet qui relaxe les peurs. Voilà, bonne fête de fin d'année, bon appétit, merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.